Pourquoi un avion ne peut-il pas utiliser de l'essence comme une voiture? La question paraît simple, presque logique, et pourtant elle cache l'un des plus grands malentendus qui existent parmi le grand public sur le fonctionnement réel de l'aviation. Imagine une scène habituelle dans n'importe quel aéroport du monde. Un avion stationné sur le tarmac, encore immobile, tandis que la lumière de l'aube commence à percer. À ses côtés, un camion-citerne connecte d'énormes tuyaux directement aux ailes. Dans ce geste quotidien apparaît déjà quelque chose qui ne correspond pas à la logique d'une voiture. Il n'y a pas d'odeur d'essence, ni le clic familier d'un pistolet de pompe. Rien dans cette image ne renvoie à une station-service ordinaire. Dans ces conduites circule un carburant complètement différent, conçu pour supporter des pressions, des températures et des exigences qu'aucun moteur automobile n'affronterait jamais. Et dans ce détail, presque invisible pour celui qui observe depuis le terminal, on perçoit déjà que la logique du carburant dans un avion répond à un autre monde. À première vue, on pourrait penser qu'un avion et une voiture, étant des machines qui se déplacent, ne devraient pas trop se différencier quant au type de carburant qu'ils utilisent. Cependant, dans l'aviation commerciale, il se produit exactement l'inverse, car l'essence se révèle volatile, dangereuse et instable face aux conditions extrêmes dans lesquelles opère un avion. Et malgré cela, cette explication ne suffit pas. Il ne suffit pas de souligner le risque qu'elle puisse s'enflammer. Derrière cela se trouve une combinaison précise de physique, de chimie et de conception du moteur qui fait que l'essence n'est, littéralement, pas compatible avec l'aviation moderne. Pour le comprendre, il faut observer un endroit peu intuitif. Que se passe-t-il réellement avec le carburant lorsqu'un avion s'élève vers le froid extrême et la basse pression de l'atmosphère? Lorsqu'un avion prend de l'altitude, le problème n'est pas seulement le froid ni la basse pression, mais la manière dont ces conditions modifient le comportement du carburant. Ce qui, au sol, paraît un liquide stable et prévisible peut, en vol, s'évaporer prématurément, former des bulles dans le système et perdre sa continuité précisément là où elle est la plus nécessaire. C'est dans cette transition, silencieuse mais critique, que l'essence cesse d'être une option viable pour un avion commercial. Déjà en régime de croisière, l'environnement ne ressemble en rien à celui d'une voiture sur la route, car le carburant ne circule plus dans un système court et simple. Il parcourt des conduites longues et complexes, soumises à des vibrations constantes et à des variations thermiques très sévères, tandis que la pression atmosphérique chute de manière drastique et favorise l'apparition de vapeur à l'intérieur du système. En même temps, les températures extérieures descendent à des niveaux extrêmes. Dans ces conditions, tout combustible qui ne maintient pas un comportement stable devient imprévisible. C'est pourquoi l'aviation exige un type de carburant capable de conserver ses propriétés même lorsque l'avion évolue dans l'un des environnements les plus hostiles de la planète. L'essence, dans ce contexte, est un carburant incompatible. Son principal problème est son extrême volatilité. À basse pression, elle se vaporise très facilement, générant des bulles qui peuvent bloquer les pompes, les conduites ou les filtres. Ce comportement, connu sous le nom de vapor lock, est extrêmement dangereux dans des systèmes qui dépendent d'un flux continu et stable pour alimenter les moteurs. De plus, son faible point d'inflammation fait qu'elle génère des vapeurs inflammables avec une grande facilité, un risque qui s'intensifie lorsque la pression diminue et que le contrôle de l'environnement est limité. Face à tout cela, le kérosène est précisément conçu pour fonctionner dans ces conditions. Il est moins volatile, plus stable et conserve un comportement prévisible même dans des environnements à pression très réduite. Même dans ce contexte, à des températures extrêmement basses, de petits cristaux peuvent se former, mais l'aviation commerciale utilise des additifs et des systèmes de chauffage qui maintiennent le carburant dans des plages opérationnelles sûres. Tout le système de carburant d'un avion, depuis les pompes jusqu'à la recirculation interne, est conçu exclusivement autour de ses propriétés. La différence ne réside pas dans le moteur, mais dans le carburant qui l'alimente, car avant même d'atteindre la chambre de combustion, l'essence présente déjà des risques inacceptables dans l'aviation commerciale. Dans ces mêmes conditions, le kérosène demeure maniable, uniforme et fiable, une qualité indispensable pour qu'un avion puisse opérer en toute sécurité là où tout système pensé pour une automobile échouerait. Dans ces mêmes conditions, le kérosène demeure maniable, uniforme et fiable, une qualité indispensable pour qu'un avion puisse opérer en toute sécurité là où tout système pensé pour une automobile échouerait. Avec tout cela sur la table, une question inévitable surgit.
Que se passerait-il à l'intérieur d'une turbine conçue pour fonctionner avec un carburant complètement différent? Si l'on observe le fonctionnement d'un moteur à réaction, l'intuition commence à se fissurer. Il ne s'agit pas d'explosions successives, comme dans un moteur de voiture, mais d'un processus continu et extrêmement délicat. L'air entre par le compresseur, traverse plusieurs étapes au cours desquelles sa pression augmente progressivement et arrive finalement dans la chambre de combustion où il se mélange au carburant et maintient une flamme constante, stable et contrôlée. Dans cet environnement, toute variation brusque est critique. Si la combustion cesse d'être uniforme, si la flamme devient irrégulière ou imprévisible, l'équilibre du moteur se perd presque immédiatement. Des vibrations hors normes apparaissent, le rendement chute et, dans le pire des cas, la turbine s'éteint de manière abrupte. C'est alors qu'il devient évident que tous les carburants ne peuvent pas se comporter de la manière qu'une turbine exige. L'essence, dans ce contexte, présente un problème clair. Sa combustion est trop rapide et sa volatilité si élevée que, en se mélangeant à l'air comprimé, elle génère une inflammation presque instantanée, très difficile à contrôler à l'intérieur d'une chambre de combustion conçue pour un flux progressif. Ce type de combustion peut provoquer des points chauds, soudains, et des variations brusques de pression qui endommagent les aubes de la turbine. Dans ce type de moteur, le fonctionnement repose sur des explosions synchronisées. L'essence s'inscrit dans cette logique parce qu'elle libère son énergie de manière rapide, concentrée et répétitive dans un espace fermé. Et c'est précisément pour cette raison que l'essence s'adapte si bien au moteur à piston, où son pouvoir explosif est exploité en petits cycles contrôlés à l'intérieur de cylindres fermés. Dans une turbine, il se produit exactement l'inverse. Il n'y a pas d'explosion successive, mais une combustion qui doit être maintenue continue et stable, presque comme une torche permanente à l'intérieur du moteur. Tenter de remplacer le kérosène par de l'essence serait comme alimenter un feu avec un combustible trop volatile. La flamme perd son uniformité, devient imprévisible et cesse de se comporter comme le moteur en a besoin. C'est pourquoi un moteur à réaction ne peut tout simplement pas fonctionner ainsi. Et même si cela suffirait déjà à écarter complètement l'essence, il reste encore à considérer un aspect plus préoccupant, le stockage du carburant. Car si l'essence est dangereuse à l'intérieur du moteur, elle l'est encore davantage lorsque des milliers de litres sont transportés sous les ailes, dans une situation à haut risque marquée par la pression, les vibrations et les variations thermiques constantes. Cela nous conduit à la question suivante. Que se passerait-il en transportant de l'essence dans d'énormes réservoirs sous les ailes d'un avion, où toute fuite, vapeur ou étincelle pourrait déclencher un risque encore plus grand? Lorsque le carburant est stocké en grande quantité, le problème ne se limite plus seulement au moteur et se déplace vers l'intérieur du système, au sein des réservoirs, où l'essence génère des vapeurs avec une grande facilité et occupe l'espace situé au-dessus du liquide. Ce phénomène ne se limite pas non plus à l'aviation. Dans une voiture, ce même effet impose déjà des systèmes de ventilation et de contrôle. Lorsque cette logique est transposée à un aéronef, avec des réservoirs pouvant largement dépasser les dizaines de milliers de litres, l'accumulation de vapeur cesse d'être maîtrisable et modifie complètement le scénario. Dans ces conditions, une variation minimale de température peut augmenter la pression interne du réservoir et la quantité de vapeur présente, créant des mélanges hautement inflammables. Il n'est pas nécessaire d'avoir une flamme nue pour que quelque chose tourne mal, car l'électricité statique, la friction ou une décharge involontaire peuvent suffire à provoquer un accident grave. Et c'est là qu'il devient évident qu'un carburant aussi volatile que l'essence compromet non seulement le fonctionnement de l'avion, mais aussi son stockage, son ravitaillement et la sécurité au sol. À ce risque s'ajoute un facteur clé. Le point d'inflammation de l'essence est extrêmement bas, bien plus bas que celui du kérosène. Cela signifie qu'elle peut commencer à libérer des vapeurs inflammables à des températures relativement modérées, ce qui est totalement incompatible avec un système soumis aux variations thermiques du vol et de l'air de trafic. Le kérosène, en revanche, nécessite des températures nettement plus élevées pour générer des vapeurs inflammables, ce qui réduit de manière drastique le risque pendant le stockage et les opérations au sol. Le ravitaillement constituerait un autre scénario critique. Lorsqu'un avion reçoit du carburant, il y a du personnel au sol, des équipements électriques, des véhicules en mouvement et de multiples opérations se déroulant simultanément autour de l'aéronef. Avec de l'essence, la zone pourrait rapidement se remplir de vapeurs inflammables invisibles et dangereuses.
Chaque véhicule, chaque équipement en fonctionnement représenterait un risque réel. Les opérateurs devraient travailler selon des procédures beaucoup plus restrictives et lentes, augmentant les délais et aussi les possibilités d'erreurs humaines. Et malgré cela, l'essence continuerait d'être un facteur de risque constant. Il existe également le scénario des incidents physiques, un choc avec un véhicule de piste, la chute d'un équipement ou même un atterrissage plus brusque que prévu peuvent provoquer des dommages structurels aux réservoirs. Si ces réservoirs contenaient de l'essence vaporisée, la probabilité d'inflammation serait bien plus élevée qu'avec du kérosène. Il ne s'agit pas de dire que le kérosène est sûr lors d'un accident, mais qu'il est beaucoup moins susceptible de s'enflammer de manière soudaine. C'est pour cette raison que l'aviation l'a adopté, non pas parce que le kérosène élimine le risque en cas d'accident, mais parce qu'il apporte une stabilité qui limite la probabilité d'inflammation même dans des scénarios peu fréquents mais inévitables. L'essence, en revanche, représenterait un danger inacceptable dans des réservoirs de grande capacité, tant en raison de sa volatilité et de sa facilité à s'enflammer que de sa sensibilité aux variations thermiques, à la pression et à la friction, des conditions qui la rendent incompatible avec ce type de système. Mais la sécurité n'est pas le seul critère en jeu. Si le carburant doit aussi être efficace, comment la différence entre l'essence et le kérosène influence-t-elle l'autonomie réelle d'un avion ? En vol, cette différence se traduit directement en portée. L'autonomie d'un aéronef n'est pas déterminée uniquement par le moteur ni par la conception aérodynamique, mais par la quantité d'énergie utile qu'il peut transporter et gérer sans pénaliser le poids, les performances ni la sécurité. Et c'est dans cet équilibre que le kérosène s'est imposé comme standard, non pas en raison d'un avantage isolé, mais grâce à un comportement énergétique stable et prévisible dans les conditions extrêmes du vol. La différence pratique apparaît dans la conception et l'exploitation. Un avion qui utiliserait de l'essence devrait intégrer des systèmes plus complexes et plus lourds pour contrôler les vapeurs, les pressions et les risques d'inflammation. Davantage de systèmes impliquent plus de poids, plus de maintenance et de plus grands compromis structurels. Tout cela finirait par affecter l'autonomie, la capacité de charge et l'efficacité globale de l'aéronef, en particulier sur les vols long courriers où chaque kilogramme et chaque litre comptent. À grande altitude, où les températures chutent de manière drastique, ces différences deviennent encore plus pertinentes. L'essence, en raison de sa forte volatilité, tend à générer des vapeurs et des comportements moins prévisibles au sein du système de carburant, ce qui complique le maintien d'une alimentation stable lors de régimes prolongés de croisière. Le kérosène, en revanche, conserve une stabilité thermique et opérationnelle qui permettent une combustion constante et une poussée soutenue sans fluctuations indésirables des performances. Cette stabilité a un impact direct sur l'économie des compagnies aériennes. Transporter le carburant de manière efficace permet de maximiser l'autonomie sans réduire la charge utile ni augmenter inutilement la consommation. Chaque kilogramme supplémentaire pénalise les performances et renchérit l'exploitation. Le kérosène permet que la majeure partie du carburant embarqué se traduise en énergie utile exploitable, un élément fondamental pour maintenir des routes longues, des coûts maîtrisés et des marges opérationnelles précises. Un scénario hypothétique l'illustre clairement. Un avion long courrier conçu pour parcourir plus de 12 000 km en utilisant de l'essence nécessiterait des systèmes supplémentaires pour gérer les vapeurs, les pressions et les risques de sécurité tout au long du vol. Cette augmentation de la complexité affecterait le poids, la conception structurelle et l'efficacité générale de l'aéronef. L'essence serait un carburant plus difficile à gérer, plus volatile et moins compatible avec des opérations prolongées et stables. Dans ce contexte, l'aviation commerciale long courrier cesserait d'être viable telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et pourtant, il existe une source fréquente de confusion. Il y a de petits avions qui utilisent effectivement de l'essence, des moteurs à piston, des aéronefs légers, des modèles d'entraînement. Si cela est possible, pourquoi l'aviation commerciale l'écarte-t-elle complètement ? Qu'est-ce qui change exactement lorsqu'un avion cesse d'être petit et commence à opérer à une autre échelle ? Bien que, dans l'aviation commerciale, il soit impossible d'utiliser de l'essence, il existe une exception qui génère souvent de la confusion, les avionnettes et les avions légers, qui fonctionnent effectivement avec des carburants similaires. Mais cette exception ne contredit rien de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Au contraire,
Elle confirme la règle, car ces avions n'utilisent pas de l'essence automobile et n'opèrent pas dans le même environnement qu'un aéronef commercial, et ce qui fonctionne à petite échelle devient inviable, dangereux et inefficace lorsque les conditions changent complètement. L'essence aéronautique, connue sous le nom d'Avgas 100LL, est un carburant spécialement formulé pour les moteurs à piston. Son nom vient de aviation gasoline, et la dénomination 100 L fait référence à son indice d'octane élevé et à sa faible teneur en plomb. Elle possède un indice d'octane bien plus élevé que l'essence automobile, une stabilité soigneusement contrôlée et des additifs conçus pour éviter les détonations dans des cylindres soumis à de fortes contraintes. L'Avgas est pensé pour des moteurs petits qui fonctionnent par explosion répétée et non pour des turbines qui nécessitent une combustion continue et stable. De plus, elle est conçue pour opérer à des altitudes modérées, où les variations de pression et de température ne sont pas aussi extrêmes que lors des vols commerciaux à haute altitude. Les avionnettes évoluent dans un écosystème totalement différent. Elles opèrent à des vitesses beaucoup plus faibles, à basse altitude et pendant des durées de vol réduites, ce qui conditionne complètement la manière dont elles stockent et gèrent le carburant. Les réservoirs qu'elles utilisent sont petits et cela réduit de manière drastique l'accumulation de vapeur à l'intérieur. La différence entre un réservoir de 100 litres et un de 20 000 n'est pas seulement une question d'échelle, c'est un changement dans la physique du carburant. Avec des volumes aussi réduits, les risques de vapor lock, d'évaporation excessive ou de mélange dangereux de vapeur restent dans des marges maîtrisables. Pour cette même raison, les systèmes d'alimentation de ces moteurs sont également plus simples. Ils ne nécessitent pas de pompe à très haute pression ni de chambre de combustion, dépendant d'une stabilité absolue pour fonctionner correctement. Mais même en tenant compte de ce qui précède, il faut ajouter le fait que l'essence aéronautique présente des limitations importantes, surtout lorsque les conditions deviennent exigeantes. Dans des climats très chauds, elle peut former des vapeurs qui compliquent le démarrage et à plus haute altitude, son comportement devient moins prévisible, à quoi s'ajoute le fait que les moteurs à piston sont beaucoup plus sensibles aux variations thermiques. Pour cette raison, les avionnettes qui utilisent de l'Avgas opèrent selon des procédures spécifiques pour éviter le vapor lock et garantir un flux constant de carburant, des systèmes qui ne seraient pas adaptés à un aéronef de grande taille, où les exigences énergétiques et de stabilité sont complètement différentes. Cette exception ne peut pas être transposée à l'aviation commerciale, car dans un avion de grande taille, l'utilisation d'essence modifierait entièrement le fonctionnement du système. Elle obligerait à intégrer des réservoirs beaucoup plus grands, augmenterait les risques et réduirait l'autonomie, tout en introduisant de graves problèmes de stockage et de ravitaillement. De plus, les moteurs à réaction ne sont pas conçus pour fonctionner avec ce type de carburant, ce qui rendrait l'exploitation dangereuse et inefficace. L'aviation commerciale n'est viable que parce qu'elle utilise du kérosène, un carburant stable, sûr et efficace, capable d'alimenter des moteurs qui doivent fonctionner pendant des heures sous des températures et des pressions extrêmes. Il suffit d'imaginer deux scènes qui ne pourraient être plus différentes. D'un côté, une avionnette ravitaillant en Avgas sur un petit aérodrome avec un moteur simple, des réservoirs réduits et des conditions calmes. De l'autre, un avion intercontinental chargeant des dizaines de milliers de litres de jet A, entouré de véhicules, de personnel de piste et d'opérations simultanées. Ce sont des mondes distincts, et ce qui est sûr dans l'un deviendrait extrêmement dangereux dans l'autre. Et pourtant, tant dans les avionnettes que dans les avions commerciaux, une chose ne change pas: l'importance critique de ceux qui supervisent, contrôlent et certifient le carburant qui entre dans chaque aéronef. C'est pourquoi surgit maintenant la question naturelle. Si le carburant est si crucial pour la sécurité de tout vol, qui sont les personnes chargées de garantir que chaque goutte soit en parfait état avant le décollage? Derrière chaque décollage, derrière chaque heure de vol et derrière chaque système de carburant qui fonctionne comme il se doit, il y a des personnes qui surveillent, vérifient et certifient que tout est en ordre. Si le carburant est l'un des éléments les plus critiques d'un aéronef, c'est parce qu'il dépend non seulement de sa chimie et de sa stabilité, mais aussi de la précision avec laquelle les professionnels qui le manipulent accomplissent leur travail. Et ce sont eux, plus que toute technologie, qui garantissent que chaque avion puisse décoller en toute sécurité. Les mécaniciens aéronautiques constituent la première ligne de défense. Avant que le carburant n'atteigne les moteurs,
Ce sont eux qui vérifient les conduites d'alimentation, les vannes, les filtres, les pompes et les systèmes de pressurisation. Ils marchent sous les ailes et parcourent le fuselage avec un regard entraîné pour détecter tout signe qu'un œil inexpérimenté laisserait passer. Une légère odeur inhabituelle, une vibration anormale, une connexion qui ne paraît pas aussi ferme qu'elle devrait l'être, peuvent être les indices d'un problème qui doit être résolu avant d'autoriser le vol. Leur responsabilité est immense et chaque inspection constitue une pièce essentielle dans la chaîne de sécurité. Viennent ensuite les inspecteurs de carburant, des spécialistes dont le travail est invisible pour les passagers mais absolument crucial. Ce sont eux qui analysent des échantillons de Jet A destinés à être chargés dans l'avion, en s'assurant qu'il n'y ait ni présence d'eau, ni particules, ni contaminants, ni aucune irrégularité susceptible de compromettre sa qualité. Ces professionnels travaillent selon des protocoles extrêmement stricts. Si un résultat n'est pas parfait, ce lot de carburant est rejeté sans discussion, car le kérosène, bien que très stable, doit respecter des normes rigoureuses pour alimenter en toute sécurité des moteurs qui fonctionnent à des températures et des pressions extrêmes. Parallèlement à ces contrôles, intervient le travail des équipes carburant et des opérateurs de piste, responsables du processus physique de ravitaillement. Ce sont eux qui connectent des tuyaux à grand débit, contrôlent les pressions de chargement, supervisent les mises à la terre antistatiques et coordonnent chaque étape avec l'équipage et le contrôle des opérations dans un processus qui exige une précision constante et une coordination absolue. Dans ce type d'opération, rien n'est laissé au hasard. Depuis l'approche d'un véhicule jusqu'au réglage du débit, chaque mouvement est strictement réglementé, car une erreur à cette étape ne retarderait pas seulement un vol, ce qui n'est pas un détail, mais pourrait générer un risque réel dans un environnement où coexistent des personnes, des véhicules et des systèmes hautement sensibles. Tout ce processus peut être imaginé comme une scène quotidienne. Un avion reste stationné sur le tarmac, encore tiède après son vol précédent, tandis que sous l'aile, un opérateur connecte la prise de terre pour dissiper l'électricité statique et qu'un autre vérifie la pression dans la conduite. À proximité, un inspecteur tient un récipient transparent contenant un échantillon de Jet A et observe sa clarté, sa couleur et l'absence de bulles ou de sédiments, tandis qu'un mécanicien parcourt le fuselage avec une lampe torche, inspecte un panneau d'accès et s'assure qu'il n'existe aucun signe de fuite. Chacun remplit son rôle avec précision, sans précipitation inutile mais sans une seconde d'inattention. C'est un travail qui passe inaperçu, que personne ne remarque ni n'applaudit, mais sans lequel aucun vol ne serait possible. Le carburant est une partie essentielle de l'aviation, bien qu'il ne se réduise pas à une question de chimie ou d'efficacité. C'est avant tout une question de responsabilité humaine. Les systèmes peuvent être automatisés, les moteurs peuvent être robustes et le kérosène peut être stable. Mais au final, ce sont les personnes qui garantissent que tout fonctionne comme il se doit. Ce sont elles qui détectent les détails, confirment la qualité et supervisent les procédures qui maintiennent l'exploitation dans des marges sûres. En définitive, l'aviation ne repose pas seulement sur une ingénierie brillante, ni sur une technologie avancée. Elle repose aussi sur des personnes, sur des mains expertes et des regards attentifs qui travaillent en silence, de manière constante et rigoureuse, pour que chaque avion puisse décoller avec la sécurité que nous tenons pour acquise. Et derrière ce travail humain apparaît, inévitablement, la même question par laquelle tout a commencé, car voler ne ressemble en rien à conduire. Avant de décoller, le carburant d'un avion doit supporter des conditions qu'aucune voiture n'affronte. Des températures extrêmes, des pressions très basses, des flux précis et des moteurs qui exigent une combustion stable pendant des heures. Dans ce contexte, l'essence, avec sa volatilité et son faible point d'inflammation, devient un risque constant tant en vol qu'au sol. Tout cela nous conduit à une idée claire. Le kérosène n'est ni une curiosité technique ni une habitude héritée. Il constitue la base énergétique sur laquelle repose l'aviation commerciale. Grâce à lui, un avion peut maintenir un vol stable pendant des heures, traverser des océans entiers et opérer avec des marges de sécurité extrêmement élevées. L'essence, en revanche, compromettrait toutes ces garanties. Du fonctionnement du moteur à la sécurité du stockage et à l'efficacité opérationnelle. À partir de là, le regard change. Un avion sur le tarmac n'est plus seulement une machine en attente de décoller. Chaque connexion, chaque procédure, chaque contrôle commence à prendre sens.
Le carburant cesse de paraître un simple liquide inflammable et se révèle pour ce qu'il est réellement. Un élément critique, conçu pour fonctionner dans des conditions qu'aucun autre système n'affronte. Ce qui passait auparavant inaperçu devient visible, non comme un spectacle, mais comme la partie silencieuse de tout ce qui rend le vol possible. Ainsi s'achève un parcours à travers un sujet qui paraissait simple, mais qui s'est révélé étonnamment profond. Et si cela vous intéresse de continuer à explorer ce monde caché derrière les avions, de découvrir comment fonctionnent réellement les machines qui font avancer le monde et les systèmes qui maintiennent l'aviation moderne en l'air, abonnez-vous et accompagnez-nous dans les prochaines vidéos. Ici, nous continuerons à dévoiler les principes techniques qui rendent possible l'impossible chaque jour.